Monsieur le maire, mesdames, messieurs, j'avoue que je suis très content de me retrouver ici parce que j'avais eu l'occasion, il y a un peu moins d'un an, de faire une présentation de son d'idées que je défends dans ce type de conférences, les conférences de 18h59. Donc je suis très content de me retrouver de nouveau là, dans un jour très, très intéressant, ou même une période très intéressante, puisque nous sommes dans le printemps des technologies et que depuis 2 jours, on vous parle beaucoup d'intelligence économique. Or, l'intelligence économique, bon, vous en avez entendu parler dans tous les domaines durant ces 2 jours, mais en géopolitique également, ou en militaire proprement dit, même s'il y a une intervention là-dessus, tout le monde sait que l'intelligence artificielle devient de plus en plus importante. Et pour vous en donner un exemple tout à fait pratique, le président Trump disait encore hier que l'aviation israélienne et l'aviation américaine avaient touché 5000 cibles en Iran depuis 2 semaines, 3 semaines même. Alors bon, si vous connaissez le monde militaire, pour choisir une cible, on regroupe des quantités d'informations et ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut aller regarder les photos de la zone, il faut avoir toutes les informations sur la zone, ce qui s'y passe, et puis on n'a pas tous les éléments parce qu'on n'est pas sur place pendant la guerre. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et en plus ça mobilisait des milliers de personnes dans les autres guerres précédentes, ça mobilisait des milliers de personnes pour avoir les informations utiles. Eh bien là, dans la guerre contre l'Iran, toutes les cibles sont choisies avec des logiciels fournis par la société Palantir. On est admiratif devant le tir qui a eu lieu sur les dirigeants. Vous savez, le premier jour, le tir sur les dirigeants. Sachez, c'est plus un secret, ça commence à se raconter aux États-Unis, sachez que c'est en réalité la conjonction de milliers d'informations qui ont été concentrées en intelligence artificielle en réponse à des questions qui avaient été posées et qui ont permis de savoir à quelques minutes près à quel moment ils allaient être en place, avec les résultats qu'on connaît. Donc l'intelligence artificielle, on la retrouve maintenant partout. Et pour vous donner un autre exemple d'intelligence artificielle, avant de commencer mes propos, et ça, celui-là, honnêtement, il m'a beaucoup amusé. Notre président de la République, comme vous le savez, a fait une déclaration récente sur un porte-avions français qu'on avait fait descendre. Il était, bon, je ne vais pas dire qu'on était mal informé, mais enfin, il était dans l'Arctique, au nord de l'Europe. On l'a fait descendre à marche forcée, si je peux dire, pour aller en Méditerranée. Et notre président est venu aller sur le bateau, sur ce porte-avions, pour dire: nous sommes prêts à défendre la société, on était prêts à tout défendre. Bon, et bien sûr, c'était dans un lieu totalement secret. On ne peut pas dire où se trouve un porte-avions. Je ne sais pas si vous avez vu hier. Hier, eh bien, les Iraniens, les Russes, les Chinois et même les Américains ont dit: on sait où était le porte-avions français parce que un marin du porte-avions portait une montre électronique qui émet des messages qui passent par satellite. Et quand il a fait son footing le matin en courant et en se regardant son temps sur le pont du porte-avions, ça a permis aux professionnels d'identifier où était le porte-avions français. Et rassurez-vous, ils n'étaient pas en mer Rouge, ils n'étaient pas dans le golfe Persique, ils sont à côté de Chypre en Méditerranée, ce qui n'est pas trop risqué quand même. Voilà. Donc je voulais vous dire ça pour vous dire qu'on est dans un monde un peu particulier, mais dans lequel plein d'éléments, je dirais, sont acquis par des moyens dont on n'avait pas connaissance jusqu'ici. Et dans ce que je vais vous raconter maintenant, ou ce que je vais vous dire maintenant, eh bien, croyez-moi, une bonne partie de ce que je vais vous dire viennent effectivement d'informations qui ont été recueillies par l'intelligence artificielle, ou qui sont sorties d'ailleurs aussi ailleurs, mais des informations qui sont des informations, je dirais, factuelles, brutes ou factuelles. Et comme je l'avais dit la dernière fois quand je suis intervenu ici, moi ce qui m'intéresse, c'est pas l'émotion, c'est pas la morale, c'est pas la sensibilité, je m'en fous. C'est pas ça qui est intéressant. Si on veut comprendre les choses, il faut regarder les faits et revenir sur les faits.
Hein. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que regardez en France, dans la justice aujourd'hui, la plupart des juges vous disent « je juge en fonction de mes sentiments ». Donc ils jugent émotionnellement, alors que dans le fond, la justice, c'est quoi? C'est de faire appliquer la loi, c'est-à-dire de faire appliquer les textes. Mais s'ils font ça, c'est parce que c'est l'évolution de la société moderne qui fait qu'on privilégie l'émotion par rapport aux faits, et à partir de là, on a tout faux. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Parce que, en définitive, et c'est un peu le titre de mon intervention, si vous voulez, nous sommes, et je vais essayer de vous l'expliquer bien, de vous le montrer, nous sommes face à la montée de deux empires extrêmement différents, qui se positionnent de manière très différente. Hein. Et puis, il y a les autres. Et les autres, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et si on n'y prend pas garde, ben, comme je vous l'ai dit, ça peut devenir le crépuscule des faibles, et puis après, ça peut devenir l'obscurité des faibles, c'est-à-dire qu'on aura disparu. Il faut se souvenir de la phrase de Thucydide, alors je cite mes sources, hein. Thucydide, c'est un auteur grec, un général grec, qui avait écrit un livre qui s'appelle La guerre du Péloponnèse et qui racontait à l'époque les batailles homériques qu'il y avait entre les Grecs, les Perses, enfin tous les gens de cette région. Hein, et en particulier avec un très long combat où ils étaient 10 000, enfin il y a toute une histoire là-dessus. Et il dit une phrase que j'aime beaucoup et qui me paraît parfaitement adaptée à la situation d'aujourd'hui. Il dit que les forts agissent selon leur volonté et que les faibles en subissent les conséquences. Et je crois qu'on est au cœur de la réalité d'aujourd'hui. Bien sûr, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que quand je vous dis on est au cœur, c'est parce que c'est un principe actif du monde actuel. Hein. On est dans la réelle politique. Hein. On regarde le monde tel qu'il est. Et il faut regarder le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est un monde de rapport de force. Hein. Ce n'est plus, comme on voudrait qu'il soit, un monde fait de morale, hein, un monde fait d'émotions, un monde fait de sentiments. Non, c'est un monde dans lequel, clairement, c'est le plus fort qui gagne. Et il faut l'apprendre, parce qu'il faut donc modifier nos propres logiciels d'analyse pour bien intégrer cette dimension qui est maintenant générale. Si vous ne pouvez pas comprendre le président Trump, vous ne pouvez pas comprendre le président Poutine, vous ne pouvez pas comprendre le président Xi Jinping, si vous oubliez que pour eux, la force prime le droit. C'est clair. Hein? Et c'est donc une fin de parenthèse enchantée, parce qu'on a vécu pendant des années, il faut bien le dire, avec un espèce de rêve. Hein? On était dans un système où on disait « Ah, on est gentil, hein, on s'entend bien », et on y reviendra tout à l'heure, alors que la réalité d'aujourd'hui, ben, c'est plus du tout ça. Hein. On essaie le retour à la puissance brute, comme je vous disais. Et donc, on assiste en définitive à la fin de ce que j'appelle l'hégémonie normative. C'est-à-dire qu'on croyait qu'avec des normes, on pouvait tout régler. On croyait qu'avec des accords, des négociations, des consensus, on pouvait tout régler. Eh bien, on est en train de découvrir que, d'ailleurs, selon la tradition historique, parce que dans le monde, depuis toujours, ça s'est passé comme ça, hein, ben, en réalité, on est revenu au rapport de puissance. Et alors, chez nous, c'est vrai que les Occidentaux, les Européens, mais les Américains aussi, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est la fin d'un cycle de domination qui a duré plus de 5 siècles, mais dans lequel nous étions tout seuls à exercer la force, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que comme on était tout seul à l'exercer, on considérait qu'on n'exerçait pas la force, on exerçait le droit, notre droit. C'est nous qui avions raison, puisqu'on était les plus forts et que personne ne pouvait dire le contraire. Donc, on a cru, et ça il faut le dire, il faut le rappeler souvent, on a vraiment cru que nous étions universels. Hein. D'ailleurs, on le dit, les valeurs européennes, occidentales sont universelles. Mais c'est de la foutaise, c'est pas vrai. Ce sont des valeurs qui étaient les nôtres, qui étaient les valeurs du bassin méditerranéen, hein, les valeurs judéo-chrétiennes et grecques du bassin méditerranéen, que nous avons adoptées
nous les Gaulois en particulier, mais tous les pays d'Europe et puis l'Amérique du Nord, on a adopté. Et comme on les a imposés par la force au reste du monde, ben on a vraiment cru que c'était des valeurs universelles. Comme si l'exercice de la force permettait de parler d'universalité. Non. Et la preuve en est faite, c'est que dès que maintenant on se retire parce qu'on est moins fort, eh ben ils changent de système en disant le vôtre n'était pas bon. Et ça, c'est très important. Donc, on a, en définitive, depuis 500 ans, depuis les grandes découvertes, en définitive, depuis Colomb en Amérique, depuis Vasco de Gama, Magellan et tous les autres, eh bien, en définitive, on a dominé le monde, on a une domination qui est essentiellement maritime, il faut bien le dire, dans laquelle on a colonisé, mais avec le bon droit. On a imposé notre religion, on a imposé notre philosophie, on a même été jusqu'à imposer nos systèmes politiques. Souvenez-vous, par exemple, on a cru que la démocratie à l'européenne, c'était le meilleur système au monde. Alors que c'est une absurdité. C'est très bien adapté à nous, à notre culture, à l'Europe. Mais comment pouvez-vous parler de systèmes comme celui-là dans des pays comme l'Afrique, par exemple, où le chef de village, il est à vie, le chef de l'ethnie, il est à vie, le roi, il est à vie, que personne n'est réélu tous les 3 ans ou les 5 ans. Regardez à Saint-Raphaël, si on avait, on pourrait avoir un monarque, si on était. Ça serait un chef d'ethnie ou un monarque. Et ça ne choquerait personne. Il faut bien voir, ça ne choquerait personne en Afrique, ça ne choquerait personne dans une partie de l'Asie, parce que c'est leur culture. Et nous, on leur dit, comment vous n'avez pas réélu votre président tous les 3 ans ou les 5 ans? Les types, ils disent, mais ils sont fous. Et ils n'ont pas tort. Parce que ça veut dire qu'on a totalement méconnu, justement, ces cultures. Alors, en 1945, c'est là où il y a eu c'était intéressant parce qu'il y a eu quand même, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des sentiments qui se sont exprimés par les uns et par les autres en disant quand même, on va peut-être été un peu trop loin, nous. Alors, on s'est dit, on va changer les règles, on va oublier ce rapport de puissance non déclaré pour mettre en place un système institutionnel. Et alors là, c'est vrai, on a créé, comme vous savez, de la Société des Nations, on est passé à l'ONU, on a créé l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, on a créé le Fonds monétaire international. Alors, tout ça en disant, tout le monde va en faire partie, tout le monde pourra discuter, dialoguer à l'intérieur, mais sans ajouter ce qui était pourtant une évidence, mais bien entendu, ce sont les grands qui continueront à décider. L'ONU, il y a 5 membres du Conseil de sécurité, c'est les 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'on pense sérieusement aujourd'hui, avec tous les changements qu'il y a eu dans le monde, que, vous vous rendez compte, 75 ans après, ce sont les mêmes qui doivent diriger le monde? Ça pose problème. Le monde a changé entre-temps. La France était 3e puissance mondiale dans les années 50. Elle est combien aujourd'hui? On va bientôt être en dehors des 10 premières puissances mondiales. L'Angleterre, pareil. L'Allemagne, qui était la seule puissance européenne, d'après les prévisions du FMI, qui en 2050 devait rester dans les 10 premières, 9e en réalité, elle sort aussi. En 2050, il n'y aura plus un pays européen dans les 10 premières puissances mondiales. Et l'Amérique ne sera plus non plus la première puissance mondiale, puisque je l'avais déjà dit, mais vous savez, dans le classement officiel, c'est le Fonds monétaire international et c'est dominé par les Américains. Donc c'est clair, on le dit bien, première puissance mondiale en 2050, c'est la Chine, 2e les États-Unis, 3e l'Inde. Et en 2075, la Chine en premier, l'Inde en second, les États-Unis en 3e. Donc on voit bien que là, on est dans un système, notre système, il est en fin de course parce que notre schéma ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'on avait créé ça en se disant on va continuer à contrôler, mais gentiment. L'OMC, par exemple, cher à M. Lamy, François Lamy, qui était le patron de l'OMC, qui était un très bon patron de l'OMC, c'était une mécanique formidable, l'OMC, mais qui favorisait systématiquement les Occidentaux dans des échanges internationaux. Ce qui fait que tous les pays émergents
à commencer par le Brésil, l'Inde et les autres, à un moment, il y a quelques années, on dit ça suffit. On veut que vous rééquilibriez tout ça. Et donc on a eu, alors il y a eu, à côté de ça, il y avait plein de choses qui ont servi aussi à institutionnaliser le fameux dollar. Le dollar qui, à partir des accords de Bretton Woods, en 46-47, quand on s'est mis d'accord pour que le dollar soit la monnaie internationale, et avec les Saoudiens, quand Roosevelt s'est mis d'accord pour que ça devienne la monnaie, je dirais, de référence au niveau des énergies, ça a permis à l'Amérique de contrôler tout. D'autant plus, on n'oublie pas que quand ils ont fait ça, puisque c'était la monnaie internationale, le dollar, c'était tous les pays du monde qui finançaient le déficit américain. Et ça continue. C'est nous qui finançons la guerre en Iran, c'est pas eux. Ne l'oubliez pas, grâce au dollar. Alors, ça a duré de 45, on peut dire, jusqu'à la fin de la fin du siècle dernier. Enfin, c'était les années 90-2000, où là, au moment après la chute du mur de Berlin, là, on s'est dit, enfin, certains se sont dit, formidable, c'est la mondialisation heureuse, cher Alain Minc. On va avoir le monde va devenir un paradis sur terre, une démocratie à l'américaine. Selon ça, c'était Fukuyama qui disait la fin de l'histoire, ou Friedman qui disait ça y est, maintenant on sera tous comme on vit aux États-Unis, c'est fini, ça va être merveilleux, la paix va régner partout. Bon, on se rend compte que c'était une illusion totale parce que les choses ont bien changé et tout s'est accumulé. Et depuis 2 ans, on peut dire que nous sommes dans la rupture totale. Nous sommes véritablement maintenant en rupture. Pourquoi ? Parce que clairement, le modèle occidental n'est plus le modèle dominant. Et c'est ça qui est très important. Nous ne reflète l'organisation faite en 1945, en dépit de ces évolutions, ne reflète plus la réalité démographique et économique qui est la nôtre aujourd'hui. Les choses ont changé, mais totalement changé. Alors, il faut qu'on en prenne conscience. Et un premier point très important, c'est de bien prendre conscience de 2 choses. La première, d'abord, c'est que le centre du monde, qui a été en Europe du XIVe siècle, même avant, avec l'empire de Charles Quint et ainsi de suite, mais qui a été en France à l'époque de Louis XIV, puis en Angleterre, puis qui est passé aux États-Unis à la fin du siècle dernier, puis qui a traversé les États-Unis pour être en Californie pendant au début du siècle dernier, puis ensuite vers le milieu du siècle dernier vers la Californie. Aujourd'hui, le centre du monde, il est en Asie. Et ça, il faut bien le voir, plus de 51% du produit intérieur brut mondial est aujourd'hui en Asie. Donc il n'y a pas photo, si vous voulez, c'est très clair. C'est le centre du monde. Nous avons perdu, donc effectivement, comme je vous le disais, notre domination structurelle. Et alors c'est normal. Les pays émergents, les BRICS, vous savez, les BRICS, comme tous ces pays, alors au départ c'était le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, pour ça qu'on les appelait les BRICS, mais qui ensuite ont continué avec l'Éthiopie, avec l'Égypte, avec les Émirats et ainsi de suite. Eh bien aujourd'hui, le G7, vous savez, le G7 quand même, c'est la grande organisation qui dirigeait le monde. Le G7 fait 27 à 28% du PIB mondial, les BRICS 38%. Donc vous voyez, la Chine, enfin l'Asie domine le monde au point de vue économique. Les BRICS sont 10 points d'écart en pouvoir d'achat comparé avec les G7. C'est-à-dire qu'on a effectivement, perdu pied. On a perdu pied. Alors il y en a qui vous disent c'est pas vrai quand même, parce que bien sûr, on a du mal à admettre ce genre d'horreur. Alors, parce que c'est dur. Quand on s'est habitué à manger du caviar tous les jours, on n'aime pas passer aux œufs de lump, en général, pour ceux qui connaissent les deux. Et il faut bien voir les choses en face. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en plus, on veut croire que nous allons garder le pouvoir. Et comment? Alors ça, et là, les Américains sont très bons parce qu'ils nous font toutes des campagnes là-dessus. C'est qu'on nous dit, non, mais on contrôle les finances, on contrôle l'argent, on contrôle les banques. Eh bien, on contrôle les banques, mais je vous fais remarquer quand même que si vous regardez le classement des banques mondiales, aujourd'hui,
Sur les 5 premières banques mondiales, 4 sont chinoises et la 5e s'appelle JP Morgan, elle est américaine. Mais les 4 premières sont des banques chinoises. Alors là, ça commence à poser problème. Alors vous répondez oui, mais nous on a le SWIFT. Vous savez, le SWIFT, c'est l'organisation qui permet pour les banques d'échanger, sans faire de mouvements financiers, d'échanger des capitaux, faire des mouvements financiers pour les comptes, dans les différents comptes. Le SWIFT étant une organisation qui est basée à Bruxelles et qui, bien sûr, fournit toutes les informations sur les transactions aux États-Unis. Eh bien, on vous dit, on a SWIFT. Et d'ailleurs, on avait fait SWIFT, on l'avait supprimé pour les Russes en disant, on va vous supprimer ça, vous ne pourrez plus faire du commerce dans le monde. On n'avait pas regardé que les Chinois ont inventé le CEP, qui est un SWIFT chinois. Ils ont mis à la tête de ça l'ancienne présidente du Brésil, qui a été remplacée, comme vous savez maintenant, mais l'ancienne présidente du Brésil a été nommée présidente de cette organisation. Et depuis le début de la guerre en Russie, avec la Russie avec l'Ukraine, eh bien, la plus grande partie des transactions aujourd'hui, pour tous les pays du tiers-monde, se font par là-bas, au détriment du SWIFT et donc en grande partie au détriment du dollar, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc on voit bien que le basculement du monde est réel, si vous voulez. Le basculement du monde est réel. Et alors, il faut regarder pourquoi. On peut se poser la question de se dire, mais pourquoi nous, les Occidentaux, on est rejetés ? Quand même, on a tenu quand même 500 ans. On a été bon, on a fait la guerre mondiale, on a apporté, moi les Français, on a apporté nos valeurs culturelles à l'ensemble du monde. On leur a appris à ne plus être des sauvages et à être des intellectuels. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on voit ? Si on essaie de gratter un petit peu, bien sûr, il faudrait des heures pour parler de tout ça. Mais d'abord, ce que je vous disais, c'est que les règles qui nous régissent dans nos échanges, l'OMC, le FMI et autres, sont des règles mises en place par les Occidentaux et qui favorisent les Occidentaux, qui favorisent les vainqueurs de 1945, ce qui est quand même, évidemment, ça fait longtemps et les gens en ont assez. Mais le deuxième, c'est ce que, à juste raison, les autres pays appellent les 2 poids 2 mesures dans nos pratiques au niveau international. Souvenez-vous, les Balkans. Dans les Balkans, on décide de faire la guerre pour remplacer Milosevic en Serbie. Jusque-là, pas de problème. Mais selon les règles internationales que nous avons imposées aux autres à l'ONU, il faut un vote de l'ONU avant de commencer la guerre. Or, qu'est-ce qu'on a fait ? On a attaqué sans prévenir. Mais c'est normal, on a fait la guerre contre la Serbie et dans la zone des Balkans. On a bombardé pendant plus de 50 jours la capitale et la Serbie sans avoir la moindre autorisation de quiconque. Et ce fut, quand vous regardez maintenant ce que disent les historiens, ça a été le début du désaccord entre tout le monde. Là, les pays émergents ont tous dit, là quand même les Occidentaux exagèrent, parce qu'ils font une guerre sans aucune autorisation et sans aucune motivation sérieuse. Alors après, on a continué. Je vous rappelle quand même que les Français ont s'est distingués. Il y a eu la guerre en Libye. Dans la guerre en Libye, on a fait la guerre en demandant à l'ONU l'autorisation simplement de contrôler la situation pour éviter les massacres sur la zone de Benghazi. Bon, on a envahi les pays et on a tué le chef de l'État. Tous les pays émergents ont dit « vous n'avez pas respecté les décisions de l'ONU ». Et à quoi nous on dit « mais non, on avait le bon droit avec nous puisque c'est nous qui avions raison ». Ben non, pour la plupart des gens, on n'avait pas raison. Et dans ce qui se passe aujourd'hui sur la guerre en Iran, je peux vous dire que tous les pays du monde, il n'y a qu'à voir à l'ONU, tous les pays, à part les pays occidentaux, considèrent tous qu'on a fait le 2 poids 2 mesures, puisqu'on tape sur l'Iran depuis maintenant. Alors, l'Iran est un pays épouvantable, tout ce que vous voudrez. Mais on a attaqué l'Iran, on a tué ses dirigeants, on continue à tuer ses dirigeants et on démolit le pays sans aucune autorisation de quiconque. C'est totalement illégal sur le plan du droit international. Alors c'est là où nous on dit « ah oui, mais c'est la morale ». Quelle morale ? La nôtre. L'Iran fait partie des BRICS. On l'oublie toujours. L'Iran est associé avec tous les pays dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour ces pays-là, l'Iran c'était pas Satan, c'était pas les enfants de Satan. Ça ne veut pas dire qu'ils se trouvaient bien,
c'est autre chose. Et évidemment, donc, tous ces pays disent, c'est scandaleux ce que vous faites, comme d'habitude, vous ne respectez rien. Donc, évidemment, ils ne nous croient plus et ils ne veulent pas travailler avec nous. Et je vais vous donner un dernier exemple. Je ne sais plus si j'en avais parlé la dernière fois, mais celui-là, moi, personnellement, j'y tiens beaucoup. Parce que je trouve que c'est le comble, vraiment, c'est le comble de l'hypocrisie. C'est ce qu'on appelle le droit d'ingérence. Vous savez, c'est M. Kouchner qui a inventé le droit d'ingérence, le français Kouchner. Le droit d'ingérence, c'est quoi? C'est le droit d'envahir un pays au nom de vos idéaux et de vos idées en prétendant que ce sont les seuls valables. Et un pays, il n'a pas le droit d'avoir ses idées, il n'a pas le droit d'avoir sa culture. C'est monstrueux, c'est de l'hypocrisie totale. Il y a 100 ans, on aurait dit que c'est du colonialisme pur et dur. Peut-être même dire que les gens auraient applaudi à l'époque en disant vraiment bravo, là vous êtes les plus forts. Mais dans la réalité, comment ça peut être accepté? De quel droit on va aller dire à l'autre ce que tu fais n'est pas bien parce que je pense que c'est pas bien? Et de quel droit? Quelle raison, quelle valeur, quelle culture nous permettent de le dire? Aucune. Vous voyez? Alors c'est ça. Alors évidemment, c'est tous ces éléments-là. C'est de plus en plus nous font rejeter par tout le monde. C'est normal. C'est normal. C'est nous qui creusons notre propre tombe. C'est pas les autres. C'est nous qui la creusons. Et j'ajouterais, si vous voulez, que ces droits, ces leçons de morale sur les droits de l'homme, sur le processus électoral, ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je voyais en France, quand on dit au président Macky Sall, qui est le président du Sénégal, vous n'avez pas le droit de vous présenter une deuxième fois. C'est très mal. Vous n'avez pas le droit. On vous l'interdit. Et puis après, on le laisse faire, par contre, au président Ouattara, qui lui prend pour la 4e fois. Comment voulez-vous que les gens nous prennent au sérieux? Il n'y a pas de raison. Et c'est ça, il faut bien voir que, en réalité, et ça c'est la grande nouveauté d'aujourd'hui, c'est que nous sommes passés de la domination occidentale à une multipolarisation dans laquelle chaque groupe de pays a un pays leader. Et ce grand pays leader et les pays qui sont autour, qui sont tous d'accord entre eux sur beaucoup de choses, qui partagent beaucoup de choses, eh bien, ces pays-là, tous, sans exception, eh bien, ils veulent qu'on défende leurs valeurs, leur histoire, leur intérêt économique. Donc, ils ont besoin qu'on s'adapte à eux. Si vous voulez, l'époque où on disait ce qui est bon pour nous est bon pour le monde entier, c'est pas vrai. Aujourd'hui, dans chaque zone du monde, il faut apporter quelque chose que les gens veulent acheter, que les gens veulent consommer, que les gens considèrent comme bon pour chez eux. Alors évidemment, pour nous, c'est un sacré effort de changement, parce que c'est pas du tout ce qu'on avait fait. Donc c'est pour ça. Et comme je vous dis, il est clair que ce nouveau monde émergent, ces puissances émergentes, alors elles renient ou elles dénient nos options morales en disant mais c'est les vôtres, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais c'est pas les nôtres. Alors bien sûr, vous avez des gens comme le président Trump qui va vous dire mais moi je m'en fous qu'ils pensent le contraire de moi, je suis le plus fort donc je les massacre. C'est une solution, mais il faut l'assumer. Parce que c'est pas ce qu'on a raconté pendant des années, puisqu'on parlait de morale, de droit et ainsi de suite, sans le respecter pour nous. Donc, aujourd'hui, vous voyez, ce qui est sûr, c'est qu'on est face à des gens pour qui ne reconnaissent que la puissance brute, je vous le disais tout à l'heure. Deuxième point très important, mais ça, c'est la multipolarisation. Ils reconnaissent que l'intérêt national, ils ne veulent pas entendre parler d'autre chose que d'intérêt national, d'où les taxations à l'américaine, par exemple. Ensuite, troisième point, ils agissent avec des sphères d'influence, ils ont des alliances, et on voit que ces alliances, elles se compénètrent, elles s'accordent les unes avec les autres pour, bien sûr, leurs bénéfices. Donc, c'est un système dans lequel, en définitive, c'est la force qui prime, et la force définit la loi. Car c'est ça aussi qui est très différent de ce qu'on a connu. La loi n'est plus que la conséquence de la force, et non pas le contraire. Pour ces pays-là, il admet très bien. Je suis le plus fort, j'ai gagné, donc j'ai raison. C'est simple. Enfin, c'est simple. L'application pratique, comme on le voit actuellement, qu'est-ce qu'il y a un problème? Non, ça va, merci, ça va, laissez-le, ça ira, ça va. Ouais,
on voit bien que là, donc c'est une logique différente de la nôtre. Hein. Alors ça ne veut pas dire que nos valeurs disparaissent, c'est pas du tout ça. Nos valeurs, elles sont toujours valables pour nos pays. Hein. Les valeurs occidentales sont valables pour les pays occidentaux. Mais comme je vous disais, elles ne sont plus l'élément structurant pour les relations internationales. Donc quand nos politiques, hein, quand nos ambassadeurs et autres vont partout dans le monde en disant que nos idées, nos valeurs et tout, non, il faut oublier. Hein. Chacun a ses propres valeurs. Et comme le disait le président récemment, je ne rentrerai pas dans les détails de cette histoire, mais le jeune président Déby disait récemment au ministre des Affaires étrangères français, qui était venu lui dire « on vous interdit, hein, en l'occurrence, on vous interdit de faire ça ». Hein, en l'occurrence, c'était de faire laisser rentrer des mercenaires de Wagner, hein, donc des mercenaires russes. Et Déby a dit « mais je suis chef de l'État, on ne parle pas comme ça à un chef d'État ». Alors on a dit, alors, selon nos habitudes, on a dit, mais attendez, depuis toujours, on s'exprime les uns et les autres, et la réponse a été, sortez. Et on a rompu la relation, le Tchad a rompu la relation avec la France. Après le Mali, et le Niger, et le Burkina Faso. Donc on est dans autre chose, mais il faut qu'on l'apprenne. Et il faut qu'on apprenne à le gérer. Alors, là, on rentre dans un autre domaine, c'est que dans ce combat permanent, parce que puisqu'on est dans les rapports de force, allons jusqu'au bout. On est donc en guerre, les uns contre les autres. Alors, ce n'est pas la guerre militaire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre hybride. Hein. Mais il faut bien comprendre ce que c'est que la guerre hybride. La guerre hybride, c'est quoi? C'est à côté de la guerre militaire qui, elle, létale, hein, détruit, casse. Hein, à côté de celle-là, vous avez plein d'autres guerres de combats dans lesquels on peut gagner ou perdre, mais qui vont contribuer à créer votre position ou à défendre votre position ou à affirmer votre position. Hein. À côté du militaire, vous avez l'économique. Hein. Les sanctions, regardez par exemple l'Europe avec la Russie, on fait des sanctions. Hein. Regardez les douanes, on va mettre des taxes, on va contrôler les importations frauduleuses et autres. Ça, c'est l'économique. On va jouer sur les monnaies, et ainsi de suite. Mais vous avez donc les monnaies, c'est le monétaire. Hein, c'est encore un aspect. Je vous parlais du SWIFT, je vous parlais du dollar, mais il y a plein de choses autour, hein, les mouvements bancaires et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça. Il y a 3 éléments qu'il ne faut pas oublier. Il y a le juridique. Le juridique est devenu une arme de guerre. Hein, et ça, c'est, si vous voulez, les lois extraterritoriales, par exemple américaines. C'est les Américains qui ont inventé les lois extraterritoriales. Hein, et les lois extraterritoriales fait que maintenant, on peut condamner des entreprises à l'étranger parce qu'elles ne respectent pas les lois américaines. Est-ce que vous vous rendez compte ? Nous sommes en France, ils peuvent condamner une entreprise ici, sur notre territoire, parce qu'elle ne respecte pas les lois américaines. Si ce n'est pas une vision impériale du monde, je ne sais pas ce que c'est. Les Chinois, ils l'ont compris. Ils ont décidé de faire la même chose. Donc ils se préparent, ils nous préparent des lois extraterritoriales chinoises. Après, on sait très bien que ça va envahir le monde, ces lois-là. Or, ces lois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des lois qui s'appliquent chez nous, alors que nos propres lois, on ne pourrait pas les appliquer. On voit bien que là, il y a un problème de fond. Hein. Et le juridique, si vous voulez, c'est devenu, par les normes aussi, hein, en imposant des normes, on peut empêcher les gens. Moi, je me souviens, pour vous donner sur les normes, pour montrer ce que ça peut être, hein, nos amis allemands, par exemple, ils craignaient que les Français leur vendent de la bière. La bière, ça s'appelle bière, bien entendu. Alors, en Allemagne, ils avaient sorti une norme très simple qui disait, pour qu'on puisse appeler une bière bière, il faut qu'elle soit faite avec de l'eau allemande, de source allemande. Résultat, les Français ne pouvaient pas vendre de bière en Allemagne. Ça paraît ridicule, ça a duré 23 ans avant qu'on puisse changer la norme. Et pendant 23 ans, les industriels allemands de la bière, ils ont pu continuer à travailler tout seuls. Vous voyez, c'est ça les normes. Hein. Alors il y en a dans tous les domaines, hein, et nous, alors on en reparlera parce qu'en plus les Européens, on est des champions de la norme. Un autre point, bien sûr, dans la guerre hybride, et c'est pas le plus mauvais, c'est ce qu'on appelle l'informationnel. L'informationnel, c'est toutes les opérations de déstabilisation par l'information que nous subissons sans arrêt, à travers les médias, les réseaux sociaux, les fake news, enfin tout ça. Ça, c'est devenu un combat permanent.
Tout le monde utilise ça. Hein, et dans tous les sens. Hein. Regardez quand les interventions, alors on dit en France, effectivement, on a des interventions dans les élections, on accuse les Russes de faire des interventions, on n'accuse pas nos amis américains, mais ils en font aussi, mais nous-mêmes, nos pays en font aussi. Si un chancelier allemand déclare qu'il est favorable à un candidat en France par rapport à un autre, excusez-moi, c'est une guerre de l'information. Et oui, et je vous dis pas ça pour rien, parce que c'est ce qui s'est passé. Regardez et donc, mais je ne le reproche pas, c'est une réalité. Tout le monde utilise aujourd'hui les moyens d'information pour déstabiliser les adversaires, dans les entreprises comme dans les États. Et il faut qu'on l'apprenne, il faut qu'on sache comment ça marche. Hein, parce que il faut qu'on puisse faire pareil et se défendre. Il faut qu'on raconte, une réalité qui est la nôtre, ou alors trouver des arguments qui font qu'on va déstabiliser l'adversaire pour l'empêcher de nous faire du mal. Et puis il y a un dernier point, on vient de passer la journée sur ces thèmes-là, c'est bien sûr, c'est la technologie, le printemps des technologies, hein, avec les puces, avec l'IA, avec les data, enfin tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Hein. Et là, on voit, là aussi c'est la guerre hybride, parce que c'est très important. Hein. Regardez, on avait une brillante conférence là, sur les astéroïdes et sur le spatial. Bon, sur le spatial, regardez la bataille sur le spatial qui est en train de se passer. Les Européens, avec Ariane, on était les rois du monde. Hein. Pendant 15 ans, on a été ceux qui lançaient le plus de satellites et qui avaient le plus grand nombre de lanceurs envoyés dans l'espace chaque année. Regardez aujourd'hui. Hein. Elon Musk, l'année dernière, avec SpaceX, il a été à 95 lancements, il a fait. Ariane, on en a fait combien? On en a fait un. Alors, et par contre, si vous regardez, c'est là aussi l'information dont je vous parlais, ou la désinformation, on nous parle des Américains, on nous parle des Français. Pourquoi on ne parle pas des Chinois? Parce que les Chinois, ils ont envoyé plus de 60 lanceurs dans l'espace. Et actuellement, c'est ceux qui progressent le plus vite en astronautique, à tel point qu'on se demande s'ils ne vont pas réussir à mettre des Chinois sur la Lune avant les Américains, depuis le report du projet Artemis il y a une semaine. Vous voyez? Donc on voit que tout ça, c'est en train de... Donc la guerre, en définitive, elle est permanente dans tous les domaines, et tout se croise. Et c'est ça la nouveauté. Parce que quand on voit une guerre comme, regardez, la guerre en Iran, c'est clair, hein, c'est bon, on tape d'un côté et de l'autre. Ça, au moins, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, mais regardez ce qui se passe quand, brutalement, il y a un problème, c'est le détroit d'Ormuz. Alors là, c'est plus du tout la même chose. C'est plus uniquement une affaire militaire. Parce que, posez-vous la question, c'est pas une affaire militaire, Ormuz. C'est beaucoup de choses à la fois. À cause des prix, hein, bien sûr, à cause de toutes les règles, pas à cause de ce qu'on nous raconte aussi, à cause de la peur des gens. Juste un détail, ça peut vous amuser sur cette affaire-là. Tout le monde dit les Iraniens ont bloqué le détroit d'Ormuz. C'est faux. Moi, je vous dis, c'est faux. Vous pouvez vérifier. Pourquoi ? Parce que les Iraniens, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, nous laisserons passer au détroit d'Ormuz tous les bateaux qui ne sont pas des bateaux des belligérants, c'est-à-dire américains ou israéliens. Le problème, c'est que dans les bateaux qui passent, eh bien, comment on peut savoir si le produit qui est chargé à bord, le bateau lui-même, on a encore qu'il y a des pavillons de complaisance, déjà, il y a un problème. Mais derrière, à qui il va livrer, comment il livre ? On ne sait pas. Donc il y a plein de questions, et résultat, c'est très difficile de savoir. Alors qu'est-ce qu'on fait la Lloyd ? Parce que c'est ça qui a bloqué Ormuz. La compagnie d'assurance, la Lloyd, qui assure tous les bateaux pratiquement dans le monde entier. La Lloyd, elle a dit, compte tenu des risques, parce que si les Iraniens ne reconnaissent pas un bateau comme, ou pensent qu'un bateau est affilié aux États-Unis ou à Israël, ils vont tirer. On ne veut pas que vous preniez le risque, donc on augmente les taxes de 500%. Donc actuellement, les assurances des bateaux qui franchissent Ormuz, c'est 500% de plus. Il n'y a pas un armateur au monde qui est prêt à risquer ça.
C'est pour ça que le Hormuz est bloqué. Alors on vous dit, en plus il y a Trump qui vous dit, mais vous n'en faites pas, on va accompagner les bateaux. Alors vous avez vu, il appelle tous les autres en disant, l'OTAN à mon secours, on va accompagner les bateaux. Il n'y en a pas un qui veut y aller. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est impossible. On sait qu'il est impossible pour les marines de guerre de passer en accompagnant des cargos sans qu'ils soient touchés. Parce qu'avec les drones, comment ils vont faire? Tout le monde le sait. Et les Français, pas plus que les autres, nous vont risquer leur bateau pour faire passer le détroit d'Ormuz. Donc, vous voyez, donc on voit, quand on regarde, on gratte un petit peu les choses, on voit que les manipulations de l'information sont beaucoup plus importantes qu'on ne le croit. Alors, c'est vrai que je vous parlais bien sûr de l'Iran et je vous parlais de Trump. Trump, en définitive, c'est quoi Trump? Alors, je vous lisais aujourd'hui, maintenant on lit plein de trucs sur Trump dans tous les sens, bien sûr, mais en réalité, c'est une tentative de réponse au déclin de l'Amérique. C'est pas autre chose. C'est quelqu'un qui dit on ne peut pas mourir, on a été les leaders mondiaux, on ne va pas mourir, donc quelles mesures on peut prendre pour s'en sortir? Et qui essaye par tous les moyens de s'en sortir. Alors, c'est donc la fin du consensus, parce qu'avant on était tous d'accord, tout allait bien. C'est la fin du consensus et on voit bien que pour lui, en plus un homme d'affaires, donc tout se résout en transactionnel. On fait des deals. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, je te menace, tu marches pas, jusqu'à un moment où tu vas céder, on fait un accord ensemble. Et cette logique du deal, si vous voulez, c'est complètement différent de tout ce qui était avant dans les traités, dans la pratique des traités. Alors ça, c'est très important, parce que quand vous regardez la pratique du deal par Trump, on le voit partout. Quand il vous dit maintenant, par exemple, sur l'Iran, c'est très intéressant comment il fait. Il vous dit, on a pratiquement tout fini, tout cassé. Ça, c'est vrai, ils ont vraiment détruit 5000 cibles, c'est considérable. Bon. N'empêche qu'ils n'ont pas réussi à les mettre à genoux. Alors ça, c'est un problème. Ça veut dire quoi? C'est, pour parler en termes clairs, sur le plan stratégique, on est dans une impasse. Hormuz est bloqué, comme je vous disais tout à l'heure. On a beau le taper tuer les autres, on a oublié que les chiites, pour les chiites, être martyr, c'est garantir le paradis. Donc tous ceux qui ont été tués sont devenus des martyrs. Et les autres, ils aspirent qu'à une chose, c'est à devenir martyrs aussi. Alors il faudra en tuer avant que ça s'arrête. Donc ça ne marche pas. Et oui. Et on voit aussi qu'ils continuent à tirer des missiles. Et ce n'est pas fini. Alors on avait dit, il en avait plus que 60%, puis après 25%, puis maintenant on dit, il y en a peut-être plus que ça. Bon, ouais. Parce que tous les jours, ça continue à tomber. Donc on voit bien, et là, qu'est-ce qu'il fait Trump? Il est dans une impasse. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est en train, premier temps, de nous annoncer qu'il a obtenu les buts de sa guerre, il a atteint les buts qu'il avait dans sa guerre, il a tout détruit. Et deuxième temps, il va signer un accord avec les... Vous allez voir. Et moi, j'avais eu l'occasion de le dire, mais je le redis, il n'y a pas de problème. Le prochain dirigeant, si ce n'est pas le fils de Khamenei, Mokhtar Khamenei, vous verrez que le prochain dirigeant sera un gardien de la révolution. Ils en ont tué beaucoup, mais il en reste encore. C'est-à-dire que ce sera un militaro-civil, dur, moins dur que les mollahs, mais qui ne sera pas du tout un républicain, pas du tout un démocrate. Ça, ne faites pas d'illusions. Et personne ne pouvait croire une seconde que le fils de l'ancien Shah, Pahlavi, pouvait revenir. Ça, c'est une campagne de manipulation d'informations qui a été faite par les Israéliens et par les Américains. Il vit d'ailleurs à New York, Pahlavi. Mais pourquoi ça a été fait? Je dis parce qu'ils auraient bien voulu. Mais pour les Iraniens, personne n'oublie que le régime du Shah était un régime équivalent à celui des mollahs au niveau de la police, de la sécurité, de la répression. Nous, on ne le sait pas parce qu'on a oublié. Mais eux, là-bas, ils ne l'ont pas oublié. Alors, vous voyez, alors je disais, c'est sûr, c'est que les Américains ne cherchent plus à diriger le monde. Ça, c'est clair. Ils ont compris. Trump, il a compris. Il veut simplement, lui, protéger sa zone. Sa zone, selon la doctrine de Monroe, c'est l'Amérique. Et alors là, en Amérique, il se considère qu'il peut tout faire. Alors vous avez vu, le Groenland, il a voulu le récupérer pour les terres rares et pour des raisons de sécurité. Bon, il a obtenu des Occidentaux, des Européens, beaucoup de choses, mais c'est pas fini, il recommencera, vous verrez.
le Venezuela, il a remplacé le chef par la sous-chef pour garder un État fort et qu'il n'y ait pas le chaos. Parce que s'il y a le chaos d'une révolution, on ne peut plus exploiter le pétrole. Or, le pétrole est un élément clé de la stratégie de Trump, qui domine aujourd'hui le monde avec le pétrole, puisque l'Amérique est la première puissance productrice de pétrole au monde. Donc, vous voyez, donc on a tout un ensemble comme ça qui est en train de jouer et bon, qui est en train de se construire en définitive. Et là, qu'est-ce qu'il fait Trump? Il veut sécuriser son système, ses idées, ce qu'il veut faire par la force. Et il n'a aucun scrupule, comme vous avez pu le voir. Et c'est pas fini, Vous allez voir ce qui va se passer à Cuba, peut-être un jour à la Guyane, compte tenu qu'on a des réserves pétrolières énormes devant la Guyane. Mais vous verrez, il y aura des problèmes partout, parce qu'il veut imposer son système dans sa région. Ailleurs, il voulait la paix. Alors il s'est fait piéger parce qu'il a réussi à arrêter pas mal de choses pour pouvoir retirer l'armée américaine et faire revenir les boys aux États-Unis. Mais ça n'a pas totalement marché, comme vous avez pu voir avec l'Iran, parce que là, par contre, il se trouvait embarqué dans une affaire dont, il faut le dire, parce qu'il faut le savoir, et c'est Marco Rubio, son patron des affaires étrangères, qui l'a avoué, c'est pas lui qui voulait faire la guerre. C'est les Israéliens qui l'ont amené à la faire. Ça, c'est clair, c'est maintenant très clair, parce que ça a été dit, puisqu'on sait que le directeur de la CIA, Ratcliffe, la directrice la coordinatrice du renseignement américain, Tulsi Gabbard, lui ont dit avant que ça commence, n'y allez pas, parce que, on ne pourra pas changer le régime, il résistera, donc les services ne s'étaient pas trompés, ça résistera, et en plus, il va y avoir de la casse. Donc tout le monde lui avait dit il ne faut pas y aller. Pourquoi il y a été? Parce qu'il s'est laissé convaincre effectivement par les Israéliens. Alors ça, c'est encore une autre histoire, mais on n'a pas encore les éléments de réponse. Mais on le saura un jour. Pendant ce temps-là, Trump essaie de verrouiller tout ce qu'il peut. Alors vous avez vu pour le dollar, il essaie de le défendre. Bon, il y a les technologies, avec les microprocesseurs. Il essaie de dominer sur l'IA. Vous avez vu qu'il dit que c'est l'IA, le futur de l'IA se passe aux États-Unis. Attention quand même, regardez ce que sortent les Chinois, avec le prix des produits chinois par rapport au prix américain et le type de microprocesseurs qu'ils utilisent, qui sont beaucoup plus simples. Donc ça veut dire qu'attention, dans la compétition future, on pourra avoir des surprises. En tout cas, je pense personnellement qu'en intelligence artificielle, actuellement, indiscutablement, les Américains dominent, mais qu'il faut faire très attention à l'évolution future. On pourra avoir des surprises dans certains domaines, pas dans tous, mais dans certains domaines. Et je pense en particulier au quantique. Alors, face à Trump qui réagit et qui se bat comme un lion, mais pour défendre sa position, c'est l'Empire américain, et c'est clair. À côté de ça, on a les autres. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun, mais ce qui est intéressant, ce qui paraît, c'est la Chine. Alors vous avez vu que Trump vient de reporter une rencontre qu'il devait avoir avec Xi Jinping à la fin du mois, le 31. Bon, pourquoi? Parce qu'évidemment, les Chinois ne sont pas contents puisqu'ils ont des problèmes d'approvisionnement de pétrole depuis le Moyen-Orient. Mais avec les Chinois, il faut bien voir une chose, ils ont une logique d'empire exactement comme les Américains. Simplement, eux détestent vraiment la guerre, et eux, ce qu'ils veulent, c'est contrôler par le commerce. Les uns, c'est par la force pure, les autres, c'est par le commerce. C'est une logique différente. Et ça, il faut le faire attention parce que de cette logique on la voit qui est en train de s'implanter partout, parce que dans l'affaire, par exemple, iranienne, comme dans l'affaire qu'on a connue au niveau de l'Ukraine, les Chinois ont fait le tour du monde pour dire hey, nous, on est du côté de la paix. Et tous les autres ont dit c'est vrai qu'eux, ils font jamais ça. Donc ils sont en train de jouer un jeu. Il y a un positionnement, si vous voulez, des deux empires, très différents l'un de l'autre, mais dans lequel, à long terme, quand on sait que les Chinois ils sont capables de construire dans la durée pendant des dizaines d'années et qu'ils savent attendre, on va en voir les résultats. Et entre parenthèses, là, ils sont piégés par Hormuz, puisque le pétrole qui passait par Hormuz est bloqué, enfin moins bloqué maintenant parce que la CGM a trouvé une astuce pour contourner par la terre. Enfin, pour ça, c'est un détail. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme ils ont compris qu'ils étaient coincés et que ça pouvait continuer à les coincer dans le futur, ils sont en train de construire un pipeline qui va départir de Sibérie, de Yamal,
Hein, la zone d'extraction et de raffinage qui avait été lancée par Total avec les Russes et qu'on a dû abandonner pendant la guerre en Ukraine. Et de là, ils vont avoir les pipes qui vont descendre pour les approvisionner par la terre ferme. Donc ils n'auront plus besoin de la mer. Et entre parenthèses, les Indiens font pareil. Hein. Les Indiens, il y a mal, il y aura un moment une séparation. D'un côté, ça ira vers l'Inde et d'un côté, vers la Chine. Donc, ils jouent différemment. Mais alors, il y a une chose que je voulais vous laisser donner à vos méditations. C'est en ce qui concerne la Chine. Je ne sais pas si vous savez. La Chine, elle produit 1 million d'ingénieurs par an. Vous voyez ? Les Occidentaux, l'Europe et les États-Unis, produisent 1 million d'avocats et de faiseurs de normes. Qui croyez-vous qui va gagner ? Qui croyez-vous qui va faire de l'innovation dans le futur ? Eh oui, les chiffres sont terribles. Et quand vous voyez que cette année, ils ont déposé, les Chinois, 3 fois plus de brevets que les Américains. Oui, 3 fois plus de brevets. Et que la société mondiale qui a déposé le plus de brevets, c'est Huawei. Vous savez, on a beaucoup parlé de Huawei en France il y a quelques années. Ça veut dire beaucoup de choses. Et entre parenthèses, pour vous montrer une manipulation de l'information, je lisais avant-hier un journal qui disait, un journal français, tout à fait qualifié, un grand journal français, qui disait que les Américains dominent dans le monde des brevets parce que par tête d'habitant, ils ont développé plus de brevets que les autres. Ah oui, mais combien ils sont les Américains et combien ils sont les Chinois ? Les Chinois sont 3 fois plus grands qu'eux. Donc si vous divisez évidemment le brevet par la population, vous allez avoir des chiffres qui n'ont plus rien à voir. Si vous regardez les chiffres de brevets bruts, les Chinois ont déposé 3 fois plus de brevets que les Américains. C'est ça la réalité. Mais alors on l'habille, parce que sinon on ne veut pas avouer qu'on est un peu défaillant. Alors entre parenthèses, défaillant, mais nous, les Européens, malheureusement, encore que la France est un pays qui est très bon sur le plan d'innovation, il faut le dire, on n'a pas de honte à avoir, simplement c'est que nous on fait des innovations, mais après on ne sait pas les transformer. Ça, c'est un autre problème. Donc l'Europe, justement, dans cette affaire, et si on arrive un peu à la fin de mon intervention, l'Europe, c'est, quand je vous ai appelé ça le crépuscule des faibles, l'Europe, c'est le pôle le plus vulnérable dans ce qui se passe. Bon, parce que l'Afrique, ça va se développer avec tous les problèmes africains. Bon, l'Amérique du Sud, elle dépend de l'Amérique du Nord. L'Asie, on en a parlé. L'Europe, par contre, il y a un énorme problème. L'Europe, elle est piégée. Elle est piégée, elle est désarmée. D'abord, sur le plan militaire, vous avez vu, elle dépend de l'OTAN. Alors, les Français ont essayé de changer ça avec l'armée européenne, mais maintenant, quand même, tout le monde sait que ça ne marche pas. Malheureusement, mais ça ne marche pas. On reste attaché aux normes. L'Europe est le pays qui crée le plus de normes. On reste attaché aux normes au moment où les autres utilisent la force. C'est clair. Nous, on est encore dans la morale. Regardez les commentaires de nos politiques au niveau européen. Regardez les commentaires, regardez les raisons pour lesquelles on prend certaines décisions. Et on voit qu'on n'est plus du tout dans les mêmes eaux que les autres. Et puis, le dernier point qui est le plus grave, à mon avis, c'est le déclassement industriel. Toute l'Europe est en train de baisser au niveau industriel. Bon, les Anglais, ça date de l'époque après Madame Thatcher, quand ils ont décidé de jouer la City, donc les finances et les services, contre l'industrie. Mais regardez la France, qui a moins de 10% aujourd'hui d'industrie, de revenus sur le plan grâce à l'industrie. On s'est effondré. Mais ce qui est encore plus grave aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Regardez, encore avant-hier, l'annonce de Volkswagen, c'est un séisme en Allemagne qui va licencier plus de 50 000 personnes. C'est un véritable séisme. On ne s'en rend pas compte en France, mais l'industrie automobile allemande qui licencie 50 000 personnes, c'est pas rien. Et la question, c'est comment on a pu, et là j'en arrive à une autre spécificité européenne, comment en Europe on a pu arriver à saboter, il n'y a pas d'autre terme, l'industrie automobile européenne au profit des Chinois. Comment on a pu, quel est l'aveuglement qu'on a pu avoir au niveau de nos politiques, au niveau international, au niveau européen, pour en arriver là. Et on s'aperçoit qu'en définitive, c'est que nous sommes victimes des lobbies
Et là, on revient à l'influence, à la guerre d'influence dont je parlais tout à l'heure. Les lobbies américains, les lobbies chinois, les lobbies de partout. Et bien entendu, en ce qui concerne cette affaire-là, les lobbies écologistes. Hein. Parce qu'on peut être pour les voitures hybrides, on peut être pour les voitures électriques. Bon, y a pas de, on peut être pour ce qu'on veut. Hein. Mais le problème, quand même, c'est quand vous avez une industrie qui emploie 800 000 personnes au niveau européen, avant de décider de la faire tomber, on se préoccupe de savoir ce qu'on va faire des 800 000 personnes, quand même. Ça me semble logique. Oui, mais ça, c'est là où on voit qu'on est dans un monde où on ne regarde plus, on ne regarde pas les conséquences de nos actes. Et ça, c'est une caractéristique européenne de ces dernières années, si vous regardez. Il y a un grand nombre de décisions qui ont été prises et qui ont été prises sans réfléchir aux conséquences. On réfléchit dans l'instant. Alors, sur le moment, on dit « il faut faire ça, il faut arrêter ». Regardez le nucléaire. Hein. Sous la pression allemande, on a arrêté le nucléaire en France. Parce que c'est les Allemands qui ont financé les campagnes contre le nucléaire français. Bon. Et on a arrêté le nucléaire. Et puis maintenant, tout le monde dit quand même, le nucléaire, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est décarboné et ça peut résoudre nos problèmes. On a perdu 15 ans. On était les premiers au monde, les Français, c'est fini. On ne sait plus faire les soudures dans nos centrales nucléaires et nos EPR. Il faut faire venir des Chinois ou des Américains. Il y a quand même des questions à se poser, quand même. Alors qu'on était leader mondial. Donc, un manque de vision à moyen et long terme, mais qui s'explique par le fait que nous vivons dans l'instant. L'Europe vit dans l'instant. Les Américains aussi. Ils vivent dans l'instant. Contrairement aux Chinois, qui, eux, vivent dans la durée. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de gagner. C'est qu'eux, ils construisent patiemment, si vous voulez. Alors que nous, on a tendance à réagir. Et comme toujours, quand vous voulez réagir à un problème que vous n'avez pas prévu, vous surréagissez, vous dépensez beaucoup plus, et vous ne faites que solutionner temporairement le problème, mais vous n'en réglez pas le fond. Donc, ça veut dire que le problème recommence quelques années plus tard. C'est ça le problème. Et donc, il faut remplacer ça par la capacité d'anticipation et de vision à long terme. C'est ce que disait mon ami Thierry Breton l'autre jour. On était dans une conférence ensemble. On parlait justement de l'Europe. Et lui qui a essayé sur le plan des normes, vous savez, pour le numérique. Là, on est au cœur de ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc, Thierry Breton a dit, mais il faut qu'on ait non seulement une vision, mais il faut aussi qu'on ait une volonté et qu'on la tienne dans la durée. Parce que si on ne tient pas dans la durée cette volonté et qu'on ne sait pas où on va, on n'a aucune chance de s'en sortir par rapport à la pression américaine ou la pression des autres. Regardez, quand vous voyez Thierry Breton, commissaire européen, moi je ne veux pas le défendre, mais il fait passer des lois pour défendre l'Europe par rapport à la pression américaine. La réponse américaine est quand même incroyable. On lui retire son passeport pour aller aux États-Unis. Il ne peut plus aller aux États-Unis. C'est ça la démocratie ? Posez-vous la question, est-ce qu'on est encore en démocratie dans ces cas-là ? Eh oui, et là on voit bien qu'on est en train de bouger. Alors sur l'Europe, comme je vous disais, on n'est pas capable d'avoir une vision commune entre les gens du Nord. Regardez, les Polonais, les Hongrois, les Allemands, les Français, les Italiens, il n'y en a pas un qui a la même vision. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que comme on n'a pas la même vision, on est incapable d'avoir une vision, d'avoir une politique à moyen et long terme. Et ça, c'est dramatique. Où on sera capable de trouver une solution pour l'Europe, pour se relancer de manière à peu près organisée, ou alors on va couler. Parce qu'aucun pays d'Europe n'est assez gros pour résister par rapport aux empires dont je parlais tout à l'heure. Quand vous avez des grandes puissances comme ça, avec les moyens qu'ils utilisent pour gagner, si on n'est pas ensemble, on n'y arrivera pas. Alors la grande question, c'est pour être ensemble, est-ce qu'il faut être ensemble dans une Europe à 2 vitesses avec une réduction aux pays clés de l'Europe, les pays d'origine, les 11-12 pays d'origine, qui eux sont très proches les uns des autres et peuvent s'entendre, et puis avec les autres on ferait une fédération, ou est-ce qu'on continue comme aujourd'hui, où on ne peut rien faire, on est tous à l'arrêt. Donc c'est quand même un problème considérable parce que ça va se jouer dans les années à venir, et il va falloir qu'on trouve des solutions. Alors, je ne veux pas être... Pour l'Europe, je ne veux pas être trop long, parce que pour terminer sur mes commentaires,
Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que je vous parlais tout à l'heure de la norme en vous disant le drame de l'Europe, c'est qu'on est normatif. On met des normes dans tout. Hein. Bon. Et c'est vrai qu'il y a une inflation réglementaire des normes qui a perturbé quand même les entreprises, qui a perturbé tout le monde. On a été trop loin. Alors c'est reconnu par Bruxelles, enfin. Hein, Bruxelles commence à la reconnaître. Mais le deuxième volet, où là c'est pas encore bien reconnu, c'est sur l'écologie. Il est évident qu'il faut prendre des mesures écologiques parce qu'il se passe des choses au niveau de la Terre, mais il y a une différence entre l'écologie positive et l'écologie punitive. L'écologie positive, c'est essayer de trouver des solutions dans le cadre de notre environnement qui sont acceptables par tout le monde. Le punitif, c'est quand vous dites, ben écoutez, pour bien vivre, il faut revenir à l'âge des cavernes. Honnêtement, je ne suis pas sûr que vous y soyez prêts. Et c'est pourtant ça qu'on nous préconise, si vous voulez. C'est ça qui est terrible. On n'a pas su faire la différence entre ce qui était essentiel et qu'il fallait protéger parce que c'était très grave. L'évolution de la situation est très sérieuse, mais on n'a pas su faire la différence entre ces points-là et d'autres. Et c'est comme ça qu'on a tué l'automobile, c'est comme ça qu'on a favorisé les éoliennes dont tous les parties coûteuses sont chinoises. Hein. On a fait le bonheur des Chinois avec les éoliennes. Bon, est-ce qu'on y avait réfléchi avant ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû réfléchir avant, ne serait-ce qu'à voir si on pouvait faire des éoliennes sans que les Chinois soient dedans ? Vous voyez ? Et je pourrais vous donner des dizaines d'exemples de ça. Hein. Alors, le dernier point, c'est là-dessus, c'est vrai, c'est toujours pour ces normes, c'est qu'en plus, quand il y a quelque chose qui se dessine au niveau mondial, l'Europe, parce qu'on a été à l'origine de tout, là on revient au début de l'histoire, hein, quand on était, nous, le peuple dominateur, le peuple européen dominateur sur le monde. Alors, on est aujourd'hui, quand on fait quelque chose, on veut le faire mieux que tout le monde. C'est-à-dire que si les gens disent il faudrait faire réduire à tel niveau la pollution, il faut changer tel système, nous, on le fait toujours, mais mieux que les autres. Le problème, c'est que mieux que les autres, ça coûte plus cher, et donc on se crée, au niveau de la concurrence internationale, à chaque fois, on se défavorise. Ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied. Et ça, regardez, hein, c'est assez fascinant de voir ça. L'Europe a un vrai talent pour se tirer des balles dans le pied. Alors évidemment, les autres en profitent. Hein. Alors bien sûr, il y a quand même, je ne veux pas vous teinter un tableau trop noir, il y a des entreprises qui sont fantastiques, il y a des pays qui savent se redresser. En Europe, il y a des activités qui ont de l'avenir, donc on a des opportunités, mais encore faut-il les sélectionner, investir et se mobiliser pour atteindre avec tout ça les objectifs que l'on doit atteindre pour s'en sortir. Hein. Alors, bon, je vous remarquerai que je n'ai pas voulu parler trop de la France en tant que telle, parce que moi, je fais de la géopolitique mondiale, et la France, c'est pas qu'elle ne m'intéresse pas, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Je dirais simplement, c'est que sur le plan, si vous voulez, on a trois points qui nous sont très qu'il faut absolument qu'on arrive à résoudre d'une manière ou d'une autre par rapport aux autres. C'est la dette publique, hein, parce qu'elle devient angoissante, et là, ça ne va pas s'arranger, puisque vous avez vu que dans le cadre des problèmes de pétrole, on se dit, on va essayer de compenser. Ah oui, mais si on compense, ça va encore aggraver la dette. Alors, il faut peut-être y réfléchir un petit peu. Bon, on a une fiscalité qui pulvérise tous les records. Ça, c'est pas bon non plus, parce que pour favoriser l'innovation et le développement, il faut une fiscalité quand même plus raisonnable. Et puis la dernière, c'est qu'on était très fort au niveau de l'armée, et qu'aujourd'hui, on a une armée qui est, on peut le dire, même si notre marine n'est pas si mauvaise que ça par rapport à la marine anglaise, loin de là même, on est nettement supérieur aujourd'hui à la Navy, mais comme vous avez pu savoir, quand le Sénat français a regardé qu'est-ce qui se passerait si on envoyait l'armée française, ça avait été évoqué, hein, armée française en Ukraine, et la réponse a été terrible, on tiendrait 6 jours un front de 80 km avant d'être anéanti. C'est-à-dire que notre armée n'a pas la capacité de faire face à des guerres comme aujourd'hui. Et donc là aussi, la question qui se pose, c'est, et là, il va de même qu'il faut redresser les comptes au niveau économique, de même qu'il faut réduire la fiscalité, parce que sinon, on tuera toute l'innovation, et il y en a déjà de moins en moins, malheureusement, en France, malgré les capacités des Français. Mais le dernier point, c'est sur l'armée, parce que l'armée est un instrument de souveraineté important. Surtout pour nous qui sommes le 2e pays maritime du monde,
La deuxième puissance maritime du monde au niveau des côtes et de l'océan qui est autour, c'est la France. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça justifie qu'on ait une marine importante, mais ça justifie qu'on ait des forces militaires capables de défendre ces territoires et ces territoires et départements d'outre-mer. Donc il nous faut des capacités et aujourd'hui on ne les a pas. Normal, on n'a pas d'argent, donc en plus on ne peut pas financer. Et la meilleure preuve, c'est regarder ce qui s'est passé cette année, compte tenu des problèmes rencontrés en Ukraine et dans l'OTAN. Bon, tout le monde a dit qu'il faut qu'on investisse 5% à la demande de Trump. Bon, personne n'ira à 5, à part les Polonais. Tout le monde est à 3,5, mais maximum. Mais les Allemands viennent de décider de mettre 100 milliards pour devenir la première armée d'Europe. À mon avis, ils n'y arriveront pas. Mais enfin, ça, c'est un objectif. Et les Français, on va pas mettre 10 milliards parce qu'on n'a plus d'argent. Donc, si vous voulez, le moins que, si je vais terminer là-dessus, nous sommes donc dans un... On n'est pas bien, quoi. On est faible, on est même très faible. Et alors, la vraie question, si vous voulez, qu'on peut se poser, et c'est là-dessus qu'on peut réfléchir, c'est, dans le fond, quand on regarde tout ça, parce que la France a toujours su rebondir, la France a toujours eu cette extraordinaire capacité de se relancer, même dans les conditions les plus difficiles. Mais alors, il faut se poser deux questions. Est-ce qu'en définitive, on veut être des sujets de l'histoire, c'est-à-dire des gens qui jouent un rôle dans l'histoire, des acteurs de l'histoire, ou est-ce qu'on veut être des objets de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui subissent les décisions des autres? Et il faut bien reconnaître que pour ce faire, pour y arriver, il faut qu'on change notre logiciel actuel pour accepter le retour à la puissance. Il faut comprendre que face à des gens qui pensent rapport de puissance, il faut que nous, on cherche les domaines dans lesquels on peut aussi, même si c'est des petits domaines, mais domaines dans lesquels on peut avoir ce rapport de puissance qui nous permettra de faire face. En définitive, c'est une question de survie. Mais je vous disais au début, le crépuscule des faibles, mais je dis aussi le crépuscule n'est qu'une fin pour ceux qui le veulent. Mais par contre, ce n'est jamais une fin. Ça peut être un renouveau après une période difficile, l'obscurité, mais ça peut être un renouveau à partir du moment où il y a une volonté pour le faire. Et comme le disait le président Mitterrand, reprenant un philosophe grec, parce que le texte exact au départ, il est d'un philosophe grec, là où il y a une volonté, il y a un chemin, et c'est là-dessus qu'il faut souhaiter qu'on puisse arriver à quelque chose. Merci.